Ok, donc avec moi aujourd'hui, on va voir, enfin, je vais vous aborder l'une des œuvres fondatrices d'un penseur qu'on connaît normalement tous, en tout cas qu'on devrait tous connaître, qui s'appelle Georges Valois. Donc Georges Valois et son livre, dont le nom parle, on va dire pour lui-même, La monarchie et la classe ouvrière. Donc je vais vous parler d'abord de Valois un peu autour de son œuvre, vous expliquer pourquoi moi je pense qu'il faut qu'on lise tous Valois, en tout cas qu'il faut qu'on parle de Valois autour de nous. Et ensuite je vous parlerai plus particulièrement de son livre qui s'appelle La monarchie et la classe ouvrière en 1909. Déjà, La monarchie et la classe ouvrière, c'est un livre que Valois va dédier, en tout cas, qui va adresser pour sa dédicace à Charles Maurras, puisque c'est un écho à l'enquête sur la monarchie de Charles Maurras, qui est sorti quelques années auparavant. Donc 1909, donc on est juste avant la Première Guerre mondiale. On est dans les dernières années de la Troisième République. Et Georges Valois en 1909, il a 31 ans. Donc il est en pleine possession de ses capacités physiques et intellectuelles. Donc il est jeune. Il est issu d'un milieu ouvrier, puisque son père est boucher et sa mère travaille comme ouvrière. Il a commencé initialement dans sa vingtaine, donc dans les années 1890-1900, comme militant anarchiste et syndicaliste révolutionnaire. Donc d'abord anarchiste et après syndicaliste révolutionnaire. La différence entre les deux, je vous l'expliquerai dans le corps de la conférence. Donc à travers notamment la principale organisation révolutionnaire syndicale de l'époque, qui est la CGT, qui existe encore de nos jours, la Confédération Générale du Travail. C'est un disciple de Georges Sorel, donc Georges Sorel qui est le continuateur de Proudhon, de Pierre-Joseph Proudhon. Georges Sorel, qui est le grand penseur du socialisme non marxiste, en tout cas du socialisme français anti-marxiste, ou en tout cas non marxiste. Donc de cette lignée de socialistes français ayant voulu apporter une réponse sociale, mais décorrélée de l'analyse marxiste, notamment sur la lutte des classes, sur la dictature du prolétariat, donc une vision plus adaptée à la réalité de ce qu'était le contexte social en France, de la révolution industrielle. Donc, initialement issu d'un milieu anarchiste et syndicaliste révolutionnaire, c'est l'un des membres fondateurs de la CGT. Il va se rapprocher dans son activité syndicale d'un homme qui est Henri Lagrange, qui est dans nos milieux connu comme étant l'auteur de la gifle au président Armand Fallières en 1911. Donc c'est lui qui a giflé le président et qui pour ça est allé en prison pendant un certain nombre de mois. Et Henri Lagrange, c'est également un militant syndicaliste. C'est l'un des pionniers en fait de la voie sociale d'AF, qui avait pour but justement dans ces milieux syndicaux, notamment de la CGT, de se mettre en contact avec des militants syndicalistes, notamment issus du syndicalisme révolutionnaire, pour pouvoir les amener dans un système de débat et de confrontation des idées vers le nationalisme intégral. Et c'est avec Henri Lagrange qu'il va désormais avoir pour but de rapprocher l'Action française et les syndicats de l'époque, notamment la CGT, comme un moyen de contrer le pouvoir de la bourgeoisie républicaine. Il va prendre part notamment aux travaux avec Georges Sorel et avec Édouard Berthe, qui est encore un autre penseur syndicaliste révolutionnaire, lui aussi un continuateur de Sorel, aux travaux du cercle Proudhon, à partir de 1911, dont on possède encore les comptes rendus de carnets et les articles à la librairie de Flore. Il va rompre en 1925 avec l'Action française, après la Première Guerre mondiale, pour un certain nombre de raisons que je vous expliciterai un peu plus tard, pour fonder le faisceau, donc préfigurateur du fascisme français, même si on va dire que l'influence de Valois sur le fascisme à l'étranger est assez moindre. Il faut plutôt voir ça comme étant tout simplement une continuation de son idéal syndicaliste de tendance plutôt corporatiste. Il va rejoindre ensuite un parti qui va fonder, qui s'appelle le Parti républicain syndicaliste, qui ne va pas durer bien longtemps. Engagé dans la résistance, il meurt en déportation à Bergen-Belsen, c'était pour le point Godwin. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste quelqu'un qui n'est pas nécessairement, on va dire, hostile au fascisme, mais qui n'est pas pour autant un défenseur du régime hitlérien. Je ne vous referai pas un rappel sur les différences fondamentales qui existent entre la doctrine révolutionnaire syndicaliste, en tout cas entre la doctrine révolutionnaire fasciste, et le régime hitlérien qui était davantage nationaliste libéral, on va dire, avec un certain nombre de caractéristiques. Pourquoi lire Valois ? Alors, moi j'ai trouvé deux intérêts particuliers à lire Valois, en tout cas notamment la monarchie et les classes ouvrières, parce que d'une part il permet d'approfondir l'aspect social de la doctrine d'AF. Il a un profil atypique,
et il cherche à concilier le nationalisme intégral auquel il a été converti entre guillemets vers l'été 1908-1909, notamment au contact d'Henri Lagrange, et lorsqu'il se rend chez Maurras après avoir dû quitter la CGT, notamment du fait de l'opposition d'un certain nombre de ses anciens camarades syndicalistes. Et cette conciliation du nationalisme intégral avec son héritage socialisme non marxiste est profondément français. À la fois le fédéralisme anti-autoritaire de Proudhon et le syndicalisme révolutionnaire de Georges Sorel, le syndicalisme antidémocratique, font de Valois, entre guillemets, la croisée des chemins intellectuels entre la gauche française de l'époque, qui réfléchit sur l'impact de la Révolution française et notamment de l'héritage bourgeois de la Révolution industrielle, et de l'autre côté, les nationalistes intégraux, avec Maurras à leur tête, Maurras, Pujol et consorts, qui eux réfléchissent sur le régime républicain comme étant, entre guillemets, le perfectionnement ultime et sociétal de la démocratie. Donc, j'ai dit que Valois était issu de théoriciens socialistes du péri-marxisme, donc tout ce qui tourne autour du marxisme sans pour autant se revendiquer clairement de la pensée de Marx. Faut savoir que Proudhon, le premier à son époque, et surtout Sorel, ont développé une critique très forte du marxisme, notamment sur la lutte des classes et sur la prééminence des classes ouvrières dans la Révolution. Mais également, on va dire, à l'époque de Georges Valois, une doctrine qui ne s'est pas beaucoup développée en France, qui s'appelle l'anarchisme, en tout cas l'anarchisme individualiste notamment. Donc ça, c'est les théoriciens comme Bakunin, Kropotkin, donc les théoriciens russes exilés de l'empire tsariste, qui vont eux aussi apporter de leur côté à l'idéal révolutionnaire, en tout cas à la société révolutionnaire française, un certain nombre de théories, notamment sur l'importance de l'action individuelle, l'importance du terrorisme, l'importance de l'autogestion, des doctrines qu'on retrouve encore aujourd'hui majoritairement chez un certain nombre de mouvements, comme notamment les antifascistes. Et tous ces théoriciens anarchistes, ces théoriciens que d'ailleurs Carl Schmitt qualifiait de romains, puisque les anarchistes, dans ce sens-là, considèrent l'État, avec l'héritage qu'on en a, comme étant la pièce maîtresse du moyen de renverser en fait le régime. Pour eux, c'est en attaquant l'État qu'on attaque la conception bourgeoise. Et tous ces théoriciens anarchistes, Valois va s'y opposer. Il va s'y opposer, et notamment Carl Schmitt le dit, puisqu'il parle de Maurras comme étant l'un de ceux qui se sont opposés le plus violemment justement à ces doctrines héritières de l'anarchisme. Et Valois va être, pendant quelques temps avec Maurras, l'un des plus gros apports à cette critique de l'anarchisme, notamment de l'anarcho-syndicalisme, comme vous le verrez juste après. Donc ça, c'était le premier argument. En gros, Valois, c'est le profil atypique de l'antidémocrate de gauche, révolutionnaire, donc qui permet de fournir des arguments, en tout cas de contrer les arguments de ceux qui sont issus de cette mouvance révolutionnaire, mais de tendance démocratique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, parce que Valois nous fournit des arguments pour également contredire l'idée, qui est souvent véhiculée notamment par nos adversaires antifascistes, que la monarchie est assimilée au capitalisme et à la bourgeoisie. Ça, c'est une idée qu'on retrouve chez les continuateurs de Marx, puisque Marx lui-même, notamment dans le Capital, et dans le manifeste du Parti communiste, ne considérait pas que la monarchie absolue était l'émanation de la bourgeoisie. Il considérait au contraire que c'est la monarchie absolue qui avait, en réprimant la bourgeoisie, permis à la bourgeoisie de fourbir ses armes pour ensuite elle-même la renverser. Or, les continuateurs de Marx après Marx, notamment on peut penser à des gens comme Kautsky ou ensuite Plekhanov, eux vont complètement simplifier, sans doute par volonté de vulgarisation, simplifier cette opposition et dire qu'en fait tout ce qui se situe avant la Révolution française n'est qu'en fait la préparation du terrain du capitalisme. C'est pour ça que dans l'esprit d'un certain nombre d'antifascistes, la monarchie c'est les bourgeois, en gros. Alors que l'idée, notamment qu'on retrouve chez Kluskar, c'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, c'est l'idée sur laquelle de dire que le féodalisme, c'est la monarchie absolue, ce qui est faux. Donc, Valois, pour contredire la méconnaissance de nos adversaires, va notamment développer dans ses thèses l'idée sur laquelle les dérives gauchistes de la lutte sociale, l'anarcho-syndicalisme de la CNT, qui est encore présente aujourd'hui, et le syndicalisme démocratique, donc c'est les syndicats actuels, sont en fait des ennemis bien plus
bien plus virulent et bien plus dangereux pour le syndicaliste que les monarchistes, voire les contre-révolutionnaires. Et c'est à l'époque, c'est la raison pour laquelle à l'époque, Valois a été expulsé de la CGT puisqu'il considérait comme étant un allié objectif les maurassiens plutôt que notamment les syndicalistes dreyfusards. Voilà. Donc, le titre de son œuvre, La monarchie et la classe ouvrière, donc moi je m'intéresserai plus particulièrement dans cette conférence, non pas à l'œuvre dans son ensemble, puisqu'elle est composée de deux parties. La monarchie et la classe ouvrière est à la fois le nom de l'œuvre globale, mais aussi le nom de l'enquête qu'il mène à la manière de Maurras sur les relations que peuvent avoir les classes ouvrières, notamment les dirigeants syndicaux, et les doctrines monarchistes. Le but étant pour Valois, dans cette enquête, de montrer par un système de débat, de questions-réponses, que beaucoup de choses qui sont pensées par les syndicalistes vis-à-vis de la monarchie, vis-à-vis du régime monarchiste, sont des lieux communs et des préjugés véhiculés depuis notamment l'écrasement de la Commune. Et donc le but dans cette enquête, c'est de faire un peu comme Maurras, c'est-à-dire de casser les idées reçues, les préjugés sur la monarchie comme pouvant apporter aux classes ouvrières. Je vais moi surtout m'intéresser à la première partie de son œuvre, que Valois veut être en fait une sorte de une pose de base. Il veut poser les bases dans son œuvre sur qu'est-ce qu'il entend par les préjugés démocratiques, qu'est-ce qu'il entend par sa conception de la monarchie et qu'est-ce qu'il entend notamment par sa défense du syndicalisme. Donc Valois, donc ça, cette sous-partie entre guillemets, cette introduction, Valois lui donne pour nom la révolution sociale ou le roi. C'est en fait pour lui le dilemme que doit se poser, la question que doit se poser tout syndicaliste, à savoir que la lutte syndicale, pour Valois, doit forcément aboutir un jour dans la vie du syndicaliste à se poser la question suivante: est-ce que je préfère la révolution sociale ou est-ce que je préfère la monarchie, le roi? Donc Valois dédicace son livre à Charles Maurras. Donc moi j'ai lu l'édition de 1914, donc l'édition qu'il a rééditée juste avant la guerre de 14. Valois dédicace son livre à Charles Maurras en souvenir de l'accueil, je cite, qu'il fit à l'ancien révolutionnaire qui le vint visiter pour la première fois au mois de mai 1906. Donc il rappelle ici son allégeance à la contre-révolution sociale. Et 5 ans après la première édition donc, de son œuvre en 1909, qui a rencontré déjà un franc succès, Valois juge nécessaire de rééditer une deuxième version de son livre afin de mettre en lumière la déchéance du socialisme. Parce que, entre-temps, a eu lieu la victoire électorale de la gauche républicaine en mai 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, notamment les radicaux socialistes de Paul Doumergue et de la SFIO, donc la SFIO qui est l'ancêtre du Parti socialiste actuel, donc qui va ensuite après renier le marxisme au congrès de Tours en 1920, et l'AF qui perd les sièges en 1914, les 49 sièges qu'elle avait gagnés en 1910. Donc en gros, on a un raz-de-marée, on va dire en tout cas une victoire électorale de la gauche républicaine aux assemblées, et c'est la raison pour laquelle dans la presse conservatrice, on retrouve notamment l'idée qu'une révolution sociale est imminente pour un certain nombre de penseurs de la droite et de penseurs de la gauche, parce que la victoire de la gauche républicaine s'est faite sentir en 1914. On est à deux doigts d'une véritable révolution, d'une révolution un peu à la mode marxiste. Évidemment, quelques mois après, 3 mois après, on est dans la Première Guerre mondiale, mais à l'époque, personne n'est censé pouvoir le prédire, entre guillemets, sauf quelques personnes dans les élites. Mais pour Valois, c'est une imposture de dire que la révolution sociale est imminente. Et on peut faire le parallèle aujourd'hui avec certaines doctrines de gauche, certains doctrinaires dans les syndicaux qui parlent d'une grande révolution imminente. Et pour lui, il va présenter 5 thèses, 5 points pour lesquels il explique que ce socialisme, quand bien même il a réussi à remporter les élections démocratiques, ne va pas réussir à renverser la République, en tout cas ne veut pas réussir à renverser l'ordre bourgeois. Et ces 5 thèses, en fait, c'est les 5 points qu'il décline dans son propos, qui sont: en 1, la République parlementaire est un régime essentiellement hostile aux classes ouvrières. Donc ça, c'est le premier préjugé, enfin c'est la première chose qu'il veut démontrer pour casser le préjugé comme quoi, ça c'est un préjugé qui date depuis la Révolution française et surtout depuis la Commune de Paris, comme quoi c'est les ouvriers veulent naturellement la République parce que c'est le régime qui leur est propre. Deuxième idée donc qu'il va véhiculer: le mouvement ouvrier est sans cesse détourné de ses propres objectifs par la démocratie, par le fonctionnement notamment de la République démocratique. Troisième point, la plutocratie, donc le gouvernement des plus riches, est le plus souvent l'expression d'un État dit démocratique. Donc en gros, la démocratie réellement s'exprime à travers la plutocratie. Quatrième point, le socialisme est impuissant à résoudre le problème ouvrier en raison de ses fondements idéologiques progressistes. En gros, le progrès s'oppose au développement des ouvriers. Ça, c'est ce qui reprend de gens comme Sorel à travers notamment
Les illusions du progrès, qui était l'œuvre fondatrice de Sorel à propos justement des méfaits du progressisme, notamment pour les classes ouvrières. Et enfin, le cinquième point, qui est un peu l'apothéose et la conclusion logique de son raisonnement, seule la monarchie héréditaire, anti-parlementaire et décentralisée, donc en gros le quadrilatère maurassien, permet la défense des intérêts des ouvriers, et en gros on pourrait appeler ce concept le monarcho-syndicalisme, donc par opposition à l'anarcho-syndicalisme. Donc en gros, il va opérer en deux temps. Dans un premier temps, il va dénoncer les travers du syndicalisme révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de syndicalisme, mais d'idées révolutionnaires. Parce que le syndicalisme révolutionnaire de la CGT est encore trop révolutionnaire, donc démocratique. Pour lui, pour Valois, ce syndicalisme est voué à l'échec. Et dans un deuxième temps, il va expliquer pourquoi, selon lui, l'anarcho-syndicalisme, parce qu'il prône l'anarchie, pas au sens proudhonien, mais au sens, on va dire, espagnol du terme. Je vais vous expliquer dans la deuxième partie pourquoi je parle de l'anarchie au sens espagnol du terme. Pourquoi l'anarcho-syndicalisme, lui aussi, pas en tant que syndicalisme, mais en tant que syndicalisme anarchique, est voué à l'échec. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du syndicalisme révolutionnaire, ce que Valois appelle une métaphysique criminelle. Donc dans cette première partie, Valois a pour but, comme je l'ai dit, de dissiper des malentendus et réduire ce qu'il appelle les erreurs métaphysiques commises par tous les socialistes, notamment révolutionnaires. Et il rend ici hommage à Georges Sorel, son maître à penser, qui est l'un des grands théoriciens du socialisme antidémocratique, du socialisme anti-républicain. Ici, c'est une référence directe aux illusions du progrès. Donc, c'est un ouvrage qui est sorti en 1908, juste avant, je pense que c'est au moment de la genèse de la monarchie et des classes ouvrières. Et dans cet ouvrage de 1908, Georges Sorel cherchait à montrer que les conceptions progressistes, communément admises, constituaient une véritable doctrine bourgeoise et non pas une doctrine révolutionnaire ouvrière. Donc ça, c'est directement cité par Valois. Il faut savoir que si les syndicalistes révolutionnaires veulent la révolution qui anéantirait l'armée, l'État, l'Église, c'est qu'ils ont accepté ou créé des chimères sociales. D'un mot, ils croient au progrès. Ici, Valois parle du progrès avec un P majuscule comme concept idéal. Et il faut reprendre ici la dialectique de Proudhon entre l'absolu et le progrès. Pour Proudhon, en fait, le progrès est un nouvel absolu. C'est une chose auquel on croit d'emblée, qui ne changera pas au cours des siècles et qui abandonne tout le côté positiviste, tout le côté progressiste, entre guillemets, qu'il pouvait avoir notamment dans la genèse de l'idée humaine. C'est en effet la croyance au progrès qui a été la plus puissante des idées génératrices d'anarchie et d'aliénation mentale, comme nous dit Valois. Et en gros, il nous cite justement à la coterie des philosophes des Lumières, comme les libéraux. Alors, il nous cite Turgot, Condorcet et surtout Rousseau. D'ailleurs, Rousseau, il fait un aparté, il était fou, et qu'il croyait à la bonté originelle de l'homme, mais ne raisonnait que sur des imaginations. C'est le contrat social. C'est la dénonciation du contrat social. Georges Sand, dans ses illusions du progrès, parlait du rejet de la lente déliquescence de la notion de progrès comme étant la conception centrale à tous les mouvements socialistes. Pour lui, il fallait avoir un socialisme anti-progressiste dans le sens anti-culte du progrès. Et donc véritablement progressiste, c'est-à-dire considérer que qu'il fallait récupérer dans tous les mouvements, pas forcément révolutionnaires, toute idée qui pouvait permettre de progresser la société. Ici, donc, notamment à l'époque, Sorel est influencé lui-même par Proudhon, la philosophie du progrès de 1853, lui-même influencé par le positivisme scientifique d'Auguste Comte. Proudhon distingue en effet, comme je l'ai dit, le progrès de l'absolu, toujours avec des majuscules. L'absolu, c'est source d'immobilisme et de décadence de la pensée. On peut considérer par exemple que la monarchie absolue, au sens la monarchie absolutiste, est entre guillemets la fixation d'une monarchie, le fait que ce soit un régime figé qui n'évolue jamais dans le temps, forcément, qui est amené à être détruit un jour. C'est pour ça que le régime de Louis XIV s'est effondré à la mort de Louis XIV lui-même. Et ça, c'est une citation directe que je vous fais de Proudhon dans sa philosophie du progrès pour vous comprendre la différence. Ainsi, prenez-vous pour loi dominante de la République soit la propriété, comme les Romains, ou le suffrage universel, comme Rousseau. Quelques principes que vous choisissez, dès lors, dans votre pensée, ils priment sur tous les autres. Votre système est erroné. Il y a tendance fatale à l'absorption, à l'épuration, à l'exclusion, à l'immobilisme, partant là de la ruine. Au contraire, admettez-vous en principe que toute réalisation dans la société et dans la nature résulte de la combinaison d'éléments opposés et de leur mouvement. Votre conduite est tracée. Toute proposition qui a pour but une combinaison plus intime, un accord supérieur, est avantageuse pour vous et vraie.
elle est en progrès. En gros, ce que dit Proudhon, c'est qu'il dit, à partir du moment où on a décidé, les républicains ont décidé de donner comme fondement de leur doctrine, soit le suffrage universel, comme le faisait Rousseau, le culte du suffrage universel, ou au contraire la propriété, comme par exemple les Romains, ou comme les premiers révolutionnaires, les révolutionnaires libéraux, ça veut dire que du coup, on a figé le régime politique dans un absolu. De la même manière que certains monarchistes figent la monarchie comme étant un concept de droit divin qui s'est exprimé en tout temps et en tout lieu de la même manière et qui a toujours existé de la même façon en France. Ce que d'ailleurs a combattu Maurras. Et au contraire, donc c'est là on pourrait dire qu'en fait, on est les plus progressistes des anti-progressistes, dans le sens où pour nous, comme étant des héritiers justement de la dialectique de Comte à travers notamment à travers l'héritage de Maurras, nous considérons en tant qu'intégralistes que tout ce qui peut dans l'histoire de France nous donner comme exemple un progrès de la société, un progrès de la monarchie en l'occurrence, un progrès de l'esprit monarchique, cette idée doit être assimilée par nous. C'est pour ça qu'on défend la décentralisation, qui a été un progrès, par rapport à la féodalité. Pour Proudhon donc, et pour Sorel et Valois après lui, baser tout un régime politique sur des valeurs immuables et éternelles est synonyme de ruine annoncée. Et c'est la raison pour laquelle notamment Valois reprend cette idée pour dire que les syndicalistes révolutionnaires, en prenant le progrès, la défense du progrès avec un grand P comme étant la seule chose à défendre, ces syndicalistes révolutionnaires ont fait que leurs adhérents, leurs syndicalistes, les adhérents des syndicats se sont retrouvés être les jouets, les bons petits soldats de la République, notamment sous l'affaire Dreyfus, comme je vais vous expliquer ça juste après. Autre aspect fondateur donc, du mythe du progrès, l'intérêt porté au progrès technique. À l'époque, encore dans les syndicats, c'est notamment le marxisme qui a introduit ça. Je vous citerai juste, parce que c'est une anecdote intéressante, Paul Lafargue, qui était le gendre de Karl Marx, dans son droit à la paresse en 1880, qui expliquait que la mécanisation à venir de la société était le nouveau moyen de libérer les ouvriers. Donc en gros, c'est grâce aux machines qu'on a libéré les ouvriers. Or, Lafargue n'était pas un ouvrier, Lafargue c'était un... Je vous tairai son pédigré, je le dirai en off, c'est intéressant, on voit d'où il vient à la base. Lafargue n'est pas son vrai nom. Lafargue, en fait, c'est un bourgeois poète qui, en fait, va finir par se suicider parce qu'il estime qu'il n'est plus utile à la société. C'est un peu l'antécédent de tous ces mouvements pro-euthanasie, pro-libre choix de mourir. Et Lafargue expliquait notamment que le catholicisme était l'oppresseur, était un moyen d'oppression des classes ouvrières, notamment à travers l'oppression de la femme. Voilà. Et notamment, il parle de la doctrine catholique comme étant la plus grande doctrine d'oppression de la femme, à travers notamment l'Immaculée Conception, qui était pour lui le moyen de masquer le patriarcat de l'Église catholique. C'est des idées, et ça, le mythe de l'Immaculée Conception, c'est un article qu'il a écrit dans les années 1860, et Lafargue explique des choses qui vont être reprises par les féministes actuelles, notamment sur l'idée sur laquelle c'est le patriarcat qui domine l'Église catholique à travers le pape, entre guillemets, la figure du pape, et que c'est la raison pour laquelle on a érigé l'Immaculée Conception comme étant le seul échappatoire pour une figure féminine divine, en fait. En gros, il dit que ce que Lafargue dit, c'est que la figure de la Vierge, c'est simplement la réminiscence complètement amputée des vieux cultes de la divinité, des vieux cultes féminins du genre la fertilité. Voilà. Et Lafargue qui défendait également donc l'idée sur laquelle il fallait défendre la démocratie notamment. Voilà. Donc je vais en gros plutôt passer sur la partie du syndicalisme révolutionnaire. Donc pour Valois, comment s'est imposé aux ouvriers eux-mêmes la doctrine révolutionnaire, en tout cas l'idée sur laquelle la révolution démocratique était la seule échappatoire pour les ouvriers. Et bien pour lui, ça vient tout simplement de ce qu'il appelle la première bête à tuer, c'est la Révolution française. C'est son chapitre qu'il intitule Avis aux bourgeois. Et en gros, il explique aux bourgeois que les bourgeois sont les grands gagnants de la Révolution de 1789, puisqu'ils ont réussi à complètement, avec leur manière de penser, à la fois convertir les ouvriers et convertir les bourgeois, donc les gens, les nobles et les gens des élites. Et ce qu'explique en fait Valois, c'est que pour s'y prendre, ils ont, entre guillemets, développé
ils se sont développés avant la Révolution française comme étant une classe à part. C'est là qu'en fait il contredit l'analyse de Marx sur les classes sociales, en disant qu'il n'existe pas en fait des bourgeois d'un côté et des ouvriers de l'autre. En fait, pour lui, il existe des bourgeois qui ont été jusqu'à la Révolution française une classe, on va dire, qui avait une importance économique, puis politique, les ouvriers qui se sont surtout développés à partir de la Révolution industrielle, et surtout ce qu'il appelle la troisième classe, les déclassés de toute classe. On pourrait les appeler avec les noms que vous voulez, des aventuriers, des parvenus, des anarchistes de gouvernement, comme disait Proudhon, ou tout simplement ce que moi j'ai appelé la lumpen bourgeoisie. Alors c'est un terme barbare, lumpen. En allemand, ça signifie les haillons, ceux qui sont les gueux en fait. Et dans la doctrine marxiste, lumpenprolétariat, c'est la partie du prolétariat qui est tellement précaire sur ses conditions de vie qu'elle est obligée du coup de casser les grèves, d'être aux ordres de la bourgeoisie pour survivre. En gros, c'est les racailles, c'est la lie du prolétariat qui se retourne contre le prolétariat lui-même et qui du coup dessert sa propre classe tellement elle n'a pas de conscience d'elle-même. C'est la partie de la classe du prolétariat qui refuse de comprendre qu'elle fait partie du prolétariat. Et bien la bourgeoisie, c'est pareil. La lumpen bourgeoisie, ça c'est mon analyse en tout cas, parce que les marxistes parlent très peu de la lumpen bourgeoisie, c'est d'ailleurs intéressant qu'ils n'appliquent même pas leur propre analyse sur une autre classe que le prolétariat. La lumpen bourgeoisie, c'est cette partie de la bourgeoisie sous la révolution de 1789, à partir en gros du grand siècle, à partir de la révolution protestante, qui se sont constitués dans la bourgeoisie, donc comme étant des gens issus d'un certain milieu social et économique, en parallèle et on va dire en périphérie de la bourgeoisie, on va dire la bourgeoisie productive, notamment dans les strates parlementaires et culturelles, artistiques. Donc on peut penser aux philosophes, on peut penser aux pamphlétaires, aux essayistes, ce genre de choses-là, et qui, n'ayant même pas conscience de l'intérêt qu'avait la bourgeoisie de vivre en monarchie, notamment parce que c'était la monarchie qui avait constitué la bourgeoisie comme étant l'une des clés fondamentales de son pouvoir, et ben cette bourgeoisie, cette lumpen bourgeoisie, va avoir pour but de détruire la bourgeoisie elle-même à travers la destruction de la monarchie. Et en fait, pour prendre le pouvoir à la fin. C'est en fait aujourd'hui l'élite qu'on a actuellement. En fait, c'est pour ça que les marxistes se trompent, parce qu'ils relisent Marx qui a écrit en 1840. Aujourd'hui, on est clairement dans cette analyse-là. On est plus dans l'analyse de Valois, les déclassés de toute classe, que dans l'analyse de Karl Marx. Et aujourd'hui, c'est pour ça que parfois je m'écharpe avec certaines personnes du mouvement qui voudraient appliquer encore à l'échelle marxiste le constat d'aujourd'hui, c'est de dire qu'aujourd'hui notre élite n'est pas bourgeoise. Parce que ce qui définissait la bourgeoisie pour Karl Marx, c'est la possession en propre des moyens de production. En gros, c'est le capital. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on a beaucoup de gens de l'élite, Hanouna, consorts, qui possèdent en propre des moyens de production industriels? Non. Pourquoi? Parce que la production industrielle n'est plus possédée en propre par des nationaux, mais par des internationaux, des étrangers. Donc, si derrière, vous estimez que la production culturelle est une production à part entière et que c'est parce que, on va dire, je sais pas moi, Bolloré possède des grands médias qu'il est un bourgeois, eh ben vous n'êtes pas dans l'analyse marxiste. Vous êtes dans une analyse qui est post-marxiste ou néo-marxiste ou ultra-marxiste, mais vous n'êtes pas dans une posture marxiste orthodoxe. Moi, l'analyse que j'ai, c'est vraiment l'analyse de la lumpen bourgeoisie. L'analyse selon laquelle, depuis la Révolution française, on a une partie de la bourgeoisie qui n'est pas la bourgeoisie productive, qui n'était pas celle qui produisait de la valeur commerciale, qui s'est établie comme étant la nouvelle détentrice du pouvoir, notamment à travers la perversion morale, comme j'expliquais à certains en off tout à l'heure. La perversion morale, ce que justement Vallon nous décrit comme étant l'esprit de commis, la mentalité progressiste. Et donc là, il nous cite pêle-mêle les philosophes des Lumières, puis ensuite les grands philosophes libéraux, les grands penseurs du libéralisme, qui soient chrétiens, enfin dits chrétiens à la Lamennais, ou tout simplement le grand libéralisme démocratique, ou plus tard le socialisme de gouvernement à la Jaurès, dont il était d'ailleurs un farouche opposant Valois. Et donc c'est là le pont établi pour Valois entre les conceptions syndicalistes et le principe fondateur d'unité de la nation de Maurras. On rompt ici avec l'universalisme de la lutte des classes, que Marx avait déjà commencé à amorcer à partir de 1875 et sa critique du programme de Gotha. Un universalisme qui fera d'ailleurs l'objet de vives controverses quelques années plus tard, lorsque les marxistes-léninistes, donc en gros les réformateurs du marxiste, avec Lénine, s'opposeront à l'universalisme de Trotsky. Et donc, où on est dans cette critique du syndicalisme révolutionnaire, où en est
la question de la monarchie ou de la révolution sociale. Comme je l'ai dit, c'est le dilemme que pose Valois à tout tenant de la bourgeoisie révolutionnaire. Puisque soit la bourgeoisie accepte, donc en gros la lumpenbourgeoisie révolutionnaire, la lumpenbourgeoisie des élites, soit elle accepte le rétablissement de la monarchie comme étant un moyen de permettre aux ouvriers de s'organiser, sans passer par une lutte des classes marxistes, qui pourrait conduire à leur perte, à la destruction de la société, soit elle s'expose à une révolution sociale. En gros, le roi, c'est la contre-révolution sociale. La révolution sociale, c'est porteur de guerre sociale, de lutte à mort. C'est le principe même qu'explique Marx dans ses œuvres. C'est une lutte à mort. Il reprend d'ailleurs ce terme de Georges Sand. Soit c'est une contre-révolution sociale, donc vectrice de paix, vectrice d'union, vectrice de statu quo et de négociation. Pour illustrer son propos, Valois expose sa propre récupération de la théorie marxiste des phases de la révolution puis du communisme. Pour les communistes, on passe du féodalisme à la révolution bourgeoise, au capitalisme, à la révolution socialiste, et après la révolution socialiste, avec la dictature du prolétariat, donc l'épuration des classes révolutionnaires, à l'État communiste. Pour Valois, on part, dans l'ancien régime, de la Révolution française, qui du coup va mettre à la place la lumpenbourgeoisie révolutionnaire à la tête de l'État, et de là on va partir sur de la guerre sociale. Soit de la guerre sociale, soit de la paix sociale. La guerre sociale va aboutir, in fine, à la destruction de la démocratie, à une guerre civile, à l'anarchie souvent, ou à une dictature. La paix sociale, le rétablissement de la monarchie, va aboutir derrière à la constitution des syndicats et à la paix sociale et donc à la prospérité. C'est en gros comme ça que Valois explique son raisonnement. Et donc il conclut cette explication par ce qu'il appelle la paix du roi. Valois part d'un apparent paradoxe, en rappelant que, à l'époque où il écrit son livre, l'idée d'une restauration monarchique ne semblait pas beaucoup plus désagréable à ses camarades syndicalistes que l'action du gouvernement des radicaux socialistes, des Roulèdes notamment, l'ancien bonapartiste. Cette bourgeoisie revancharde qu'il appelle, était en effet beaucoup plus hostile et beaucoup plus, on va dire, dans une posture de répression vis-à-vis des ouvriers que ne l'étaient réellement à l'époque les monarchistes, notamment dans des syndicats comme la CGT, puisqu'il y avait des monarchistes à la CGT quand même. Je dirais mieux, nous disait Valois, donc là il se remémore un peu ses années à la CGT, nous nourrissions moins d'hostilité à l'égard des premiers, donc des monarchistes. Les royalistes, c'était l'annonce d'un gouvernement qui ne serait pas celui des bourgeois. Donc, évidemment, les syndicalistes n'adhéraient pas à l'idée même de rétablir une monarchie, car la monarchie, pour eux, ne changerait pas grand-chose à l'état social, le gouvernement demeurant aux mains des bourgeois. Donc une petite minorité seulement a accepté de passer du syndicalisme révolutionnaire au syndicalisme contre-révolutionnaire. Valois décrit pourquoi, on va dire, ce préjugé est encore si vivace à son époque, parce que les gens sont ignorants, en tout cas les ouvriers sont ignorants de la doctrine sociale de la monarchie sociale, et c'est ce qu'il explique être la paix du roi. La paix du roi, c'est une doctrine qui a été notamment développée par Pujol de mémoire dans Le Roi du Travail et par Daudet. C'est une maison où chacun est à sa place, où chacun commande ou obéit selon son rang, où les frères s'associent pour se soutenir, où vivent ensemble les parents riches et les parents pauvres, sans que les pauvres haïssent les riches, sans que les riches méprisent les pauvres, car tous ont leur place à la table du roi, tous ont leur place dans le cœur du chef de famille. Donc là, c'est un rejet de la lutte des classes, qui est une doctrine certes marxiste, mais qui est héritée des orléanistes, au sens politique, pas dynastique, au sens politique du terme. En gros, les grands historiens de l'époque de Louis-Philippe, qui décrivaient la Révolution comme étant la première des luttes des classes. C'est également une opposition à la Révolution marxiste, puisqu'ici on est bien entre il n'y a pas d'hostilité entre les riches et les pauvres, entre les grands et les petits, tout le monde a la place équitable à la table du roi. Donc ça, c'est la doctrine selon laquelle c'est le roi, c'est la personne de la monarchie, du monarque, qui est la pierre angulaire de la doctrine sociale. C'est parce que le roi est un acteur, un arbitre au-dessus de la mêlée, qu'il peut arbitrer entre les syndicats, les corporations, les syndicats patronaux, etc. Donc ça, c'est vraiment la doctrine fondamentale de Valois. Donc là, je vous ai parlé de la doctrine, on va dire, de l'explication de Valois à propos de la monarchie, du syndicalisme révolutionnaire, et maintenant, je vais vous faire un aparté sur l'anarcho-syndicalisme. Valois est syndicaliste révolutionnaire, mais il n'est pas anarcho-syndicaliste. Le syndicalisme révolutionnaire, c'est l'idée sur laquelle il faut faire une grève générale
pour s'emparer des institutions, mais c'est toujours à travers le principe du militantisme syndical. L'anarcho-syndicalisme, c'est beaucoup plus compliqué. L'anarcho-syndicalisme, c'est une doctrine de la CNT aujourd'hui. Beaucoup d'anarchistes, entre guillemets, sont des gens qui sont de la CNT, donc qui se revendiquent en théorie. Après, c'est toujours comique de parler avec quelqu'un de la CNT. C'est quelqu'un qui ne se revendique, entre guillemets, de la Confédération nationale du travail, même s'il ne devrait pas y avoir le mot travail dans leur nom d'organisation. Les anarcho-syndicalistes, c'est un mouvement qui est né en Espagne dans les années 1909, à peu près à l'époque juste après l'affaire Dreyfus. Et c'est le deuxième volet de récupération des classes syndicales par la bourgeoisie républicaine. Valois explique qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus, ça il reprend l'idée de Sorel. Sorel avait fait un bouquin sur l'affaire Dreyfus qu'il nomme la révolution dreyfusienne. Valois explique que c'est par l'affaire Dreyfus que le régime républicain a le mieux montré qu'il était capable de récupérer les classes ouvrières pour aller casser les anti-républicains. C'est les fameuses grèves en soutien à Dreyfus, c'est la récupération de l'image de Dreyfus auprès des classes révolutionnaires, et c'est là où on voit des ouvriers prolétaires défendre des bourgeois francs-maçons, pour faire très simple. Ou, on va dire, francs-maçons ou juifs politiques. Ça, c'est la première image pour Valois de récupération politique des masses syndicalistes par les démocrates. Le deuxième exemple, ça va être l'affaire de la CNT. En tout cas, l'exécution du chef de la CNT, qui est un libre penseur espagnol de la région de la Catalogne. C'est pour ça qu'en Catalogne, il y avait encore beaucoup d'anarchistes aujourd'hui. Et en 1909, enfin 1910 de mémoire, 1910-1911, lorsque le gouvernement espagnol, qui est encore une monarchie, décide de réprimer ce mouvement libre-penseur qui se passe en Catalogne, il y a des affrontements, il y a une semaine sanglante à à Barcelone, pardon, et à Barcelone, ça se termine par l'exécution du chef de la CNT, un bourgeois, un radical bourgeois qui était membre de la loge maçonnique de l'époque, et il est exécuté par l'armée. Il y a une vague de protestations en France, notamment de mobilisation syndicale pour demander à ce que soit gracié cet individu-là. Et c'est là que commencent à être fondées en France les antennes de la CNT, la Confédération nationale du travail, à propos justement de l'anarcho-syndicalisme. Et ce qu'explique Valois, c'est que c'est pour ça d'ailleurs qu'il réédite son bouquin en 1914, parce qu'il a eu le temps de voir une sorte de nouvelle affaire Dreyfus. Et il explique qu'il a vu à l'époque, du coup, des syndicalistes lutter dans la rue, par exemple avec des camelots du roi, pour défendre la figure d'un libre penseur anarchiste espagnol, donc franc-maçon. Et il explique que c'est la deuxième grande récupération des masses syndicales, et il s'oppose à l'anarcho-syndicalisme en démontant simplement l'argumentaire, et je vous invite tous à le faire un jour avec un mec qui se dit anarcho-syndicaliste. Un anarcho-syndicaliste considère qu'il faut une grève générale pour détruire tout le principe de production et de l'État bourgeois. En gros, c'est une grève, ce qu'on appelle la grève générale expropriatrice. On fait une grève générale, on exproprie tous les patrons, on exproprie tous les capitalistes, on détruit l'armée, on détruit la police et l'État. C'est des notions qu'on retrouve, des notions qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis à l'heure actuelle. Et c'est en faisant s'effondrer l'État, la police et le patronat qu'on va pouvoir, à partir des syndicats, réorganiser la production. Ok, Valois part de ce constat-là et dit d'accord, bon, on va faire une abstraction, on va partir du principe que il va se passer ça. Imaginons en France, il y a une grande grève générale qui se déclare. Tous les patrons sont expulsés. Il part d'un postulat, il dit on va faire comme Rousseau, on va partir d'un postulat qui est nécessaire pour nous. On va partir du principe qu'il n'y a pas de pillage, qu'il n'y a pas de guerre civile. Enfin, en tout cas, qu'il n'y a pas de guerre civile immédiate. Qu'il n'y a pas de pillage et que, évidemment, ça ne se produira jamais, il y aura des pillages seconde 1. Mais on va partir du principe que les ouvriers peuvent repartir à l'usine pour produire. Comment se fait la production? Par le syndicat. Qui est à la tête des syndicats? Nécessairement, il va falloir qu'on enlève des gens de la production pour pouvoir être dans les syndicats. On a deux choix. Soit on prend des ouvriers qu'on enlève de la production, mais du coup, ils ne connaissent pas grand-chose. Soit on prend des gens extérieurs à l'entreprise, des managers, des grands intellectuels, des idéalistes, des idéologues, un peu comme ce qu'ont fait les soviétiques durant la révolution bolchevique, et on va les mettre à la tête de la production. Il y a deux effets. Ça veut dire que le premier, forcément, on va aboutir à des élections. Qui dit élection dit lutte, clientèle, c'est constitution de partis, de coteries, de groupes d'influence. Donc dans le syndicat, avant même que la production ait commencé à repartir, on est déjà sur des luttes de pouvoir. Donc n'arriveront pas à la tête des syndicats des gens qui sont nécessairement plus compétents que les autres. Voire c'est les pires, parce que c'est les gens qui auront le plus réussi à passer plus de temps à corrompre les autres pour qu'ils votent pour eux, qu'à vraiment réfléchir à faire repartir la production. Ça c'est le premier postulat de Valois. Donc déjà,
on considère que même pour la production, on va dire, pour la production physique des biens, on n'est pas bon. Pour rémunérer les ouvriers, en fait, ensuite, comment on fait? Chaque entreprise produit ses biens. Donc, si on demande aux ouvriers d'être payés avec les biens qu'ils produisent, il n'y a aucun intérêt. Un ouvrier qui produit des boulons, il n'a aucun intérêt de payer en boulons. Surtout que derrière, on part du principe que s'il y a une grève générale, donc du coup, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'instance qui va réguler l'échange. Donc, il n'y a personne qui va vouloir acheter des boulons contre du pain. Et inversement. Chacun va être dans sa zone de prédilection. Donc ça, c'est le deuxième postulat. Troisième postulat, c'est dit, pendant tout ce temps-là, qu'on a mobilisé des élections, donc on a fait de l'ouvrier un électeur, qu'on a fait de l'ouvrier un directeur de production, qu'on a fait de l'ouvrier on va dire un partisan, quelqu'un d'un parti, d'une coterie. On va partir du principe que les patrons sont partis avec leur or. Parce que je suis un patron d'entreprise, je me fais exproprier, je ne vais pas partir en laissant la caisse. Je vais partir avec le capital que j'ai mis dedans. Donc évidemment, il n'y a plus d'or dans le pays, il n'y a plus de quoi financer, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien là, il dit, le seul aboutissement pour les anarcho-syndicalistes, c'est de devoir recourir au financement extérieur. Et d'une tyrannie, on va dire, par une bourgeoisie nationale, par des capitalistes nationaux, on passe à une tyrannie par des capitalistes internationaux. Et souvent, alors après ça c'est l'analyse de Valois, on retrouve toujours les mêmes dans la grande finance internationale et dans les capitaux apatrides. Je vous étais évidemment ce que Valois explique comme étant les grands apatrides. Et il explique que c'est la raison pour laquelle, alors ça, Valois ne l'a pas dit, mais c'est parce qu'il n'a pas pu le voir, mais c'est effectivement ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne, même pendant la Commune. Il faut savoir que pendant la Commune de Paris, c'est la banque Rothschild qui a accordé un prêt à la Commune de Paris pour pouvoir financer son armée. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans son entreprise, dans son bouquin sur la monarchie et la classe ouvrière, Valois, dans son enquête, parle de la Commune à des ouvriers en disant, pour vous, qui est-ce qui a écrasé la Commune et qui est-ce qui l'a fait tomber? Est-ce que c'est le gouvernement bourgeois républicain d'Adolphe Thiers, ou est-ce que c'est un monarchiste comme MacMahon? Et souvent, il est étonné de voir que les gens associent beaucoup plus MacMahon à la chute de la Commune, à la répression, en ne voyant pas que derrière que le manque de financement de la Commune par notamment la banque Rothschild qui a donné des taux d'intérêt exorbitants et qui n'a pas autant prêté qu'elle l'aurait pu, la destruction tout simplement interne à la Commune, entre les différents courants internationalistes, jacobins, etc., a conduit à la perte, et que même la destruction interne de l'armée de la Commune, par ses propres généraux et par ses propres tendances, ont mené à la perte de la Commune. Donc voilà en gros la petite aparté. C'est exactement ce qui se passera pendant la guerre d'Espagne avec les anarcho-syndicalistes catalans qui vont ne pas réussir à s'autogérer correctement. Donc ça, c'était la troisième enseignement de Valois. Et donc, à quelle conclusion Valois en arrive-t-il? Avec l'anarcho-syndicalisme, l'ouvrier est devenu un soldat, un directeur de production, un électeur, parfois même c'est devenu un mercenaire, ou en tout cas c'est devenu un policier, parce qu'il va devoir faire la loi dans son quartier, dans son entreprise, mais c'est tout sauf un ouvrier. Donc c'est tout sauf quelqu'un qui peut se rémunérer avec son propre travail. Il dit la seule façon de casser cette boucle, c'est de faire en sorte donc cette boucle de la révolution, de la guerre sociale, c'est d'aboutir à la paix sociale. Et il dit la seule façon d'aboutir à la paix sociale pour un anarcho-syndicaliste, ce serait de devenir monarque-syndicaliste, c'est-à-dire de prendre l'arbitre suprême de l'État comme étant le roi. Le roi qui, par notamment ses pouvoirs régaliens et son arbitrage suprême, permettrait d'équilibrer les rapports entre les syndicats, les patrons, les financiers extérieurs, les financiers intérieurs, les capitalistes, etc. Et donc c'est la conclusion de Valois, notamment dans la Révolution sociale ou le roi. Même les anarcho-syndicalistes, qui ont pensé avoir trouvé une troisième voie à travers l'anarchie étant elle-même un facteur de guerre sociale, en fait ne retombent pas sur leurs pattes, pour la simple et bonne raison que tout ouvrier, et ça c'est ce que le comte le prince d'Orléans il y a quelques années avait fait un bouquin là-dessus qui s'appelle Les Ouvriers justement, les ouvriers, où il décrit justement la mentalité d'un ouvrier. Qu'est-ce que recherche un ouvrier in fine? Il recherche de la stabilité. Parce qu'il y a que dans la stabilité qu'il va pouvoir d'une part assurer la vie de sa famille et ensuite pouvoir négocier pour empêcher que ses salaires soient à la baisse. Or, que propose le syndicalisme révolutionnaire, donc le syndicalisme démocratique et l'anarcho-syndicalisme? Une guerre permanente dans laquelle l'ouvrier jamais à sa place, il est toujours traité autrement qu'un ouvrier. Et in fine, il est perdant sur tous les plans.
c'est un soldat, il meurt à la guerre pour les grands bourgeois ou pour les révolutionnaires. C'est un directeur de production, in fine, il aboutit à produire des choses qu'il ne pourra pas acheter derrière, en tout cas, dont il n'aura pas l'utilité. C'est un financier, quand il finance la caisse du syndicat, et il va finir par être dépendant des financiers extérieurs. Et c'est enfin un électeur qui va finalement avoir peu d'importance dans son vote par rapport aux coteries, par rapport aux promesses électorales, au cycle électoral traditionnel. Donc la conclusion globale de l'œuvre de Valois, c'est de dire le seul moyen de répondre à ce dilemme posé, la révolution sociale ou le roi, qu'on soit un bourgeois, un syndicaliste révolutionnaire ou un anarcho-syndicaliste, c'est la question de la paix sociale, c'est la réponse de la paix sociale, donc c'est la réponse de la monarchie. Et à ce sujet, je vous conseille vivement de lire justement les continuateurs de Valois, en tout cas les penseurs de l'action française hors Valois, qui ont également du coup développé la doctrine nationale corporatiste, dont Valois était l'un des plus grands défenseurs évidemment, à savoir Firmin Bocconnier, qui lui a eu le mérite par rapport à Valois, si vraiment on veut être puriste dans les faits, de ne jamais avoir quitté l'action française, puisque Valois était un autodidacte qui a créé sa propre imprimerie dans laquelle il imprimait les journaux d'AF. Ces ouvriers typographes étaient également des membres de la corporation, en gros du syndicalisme corporatiste, étaient également des militants d'AF et des vendeurs de l'AF. Et Bacconnier est resté toute sa vie dans l'AF, et je vous conseille notamment son livre qui s'intitule Le Manuel du royalisme, dont j'avais fait une conférence, je crois que c'était en mai ou en avril dernier, sur l'Institut d'Action Française. Donc je conclue là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les développer. On verra pour les remettre dans l'ordre au niveau de l'enregistrement. Et puis si vous voulez reprendre le nom de l'ouvrage, c'est La monarchie et les classes ouvrières. Le sous-titre, c'est La révolution sociale ou le roi. C'est édité chez Ars Magna avec une préface de Stéphane Blanchonnet qui vaut ce qu'elle vaut. Et je vous conseille de la lire vivement. Alors, en plus, elle a été rééditée en papier au Cercle de Flore. Vous l'avez sur Google Livres, comme quoi. Mais vous l'avez aussi au Cercle de Flore en version papier. La semaine dernière, quand je suis passé, je l'ai vu réédité avec une belle petite couverture. J'en ai terminé. Parce qu'il s'opposait à l'union sacrée, il considérait que l'union sacrée, en fait, a eu le même effet au moment de la Première Guerre mondiale que l'affaire Dreyfus avant lui, avant l'union sacrée, et ensuite que l'a été, par exemple, la condamnation de l'Église. Il considère que c'était un moyen, l'union sacrée, d'adouber, entre guillemets, le pouvoir républicain en temps de crise, et qu'il aurait mieux valu, en fait, se désolidariser de l'État pour permettre à ce que de ne pas faire front contre l'Allemagne, même si c'était un ennemi, bon, après on connaît l'anti-germanisme de Maurras, qu'on peut contester à un certain point de vue, mais il considérait que l'Allemagne, bien plus que la France à l'époque, représentait, je ne vais pas dire un idéal, mais représentait une figure d'État, en tout cas moins libérale et moins démocratique que la France, et c'est surtout l'alliance avec l'Angleterre, qui était la plus grande des bourgeoisies libérales, qui a fait du mal à Valois et qui considérait que l'AF n'avait pas su correctement apporter une réponse à ça et qu'on s'était fourvoyé. C'est exactement l'analyse qu'aura Edouard Berthe quand il parle dans son livre d'après la Seconde Guerre mondiale sur la révolution bolchevique, dans lequel il parle, lui, d'une affaire Dreyfus à l'échelle européenne.